Ma qualité de secrétaire perpétuel et carolorégien d'origine, je me réjouis évidemment du succès rencontré par les séances du Collège Belgique à Charleroi. Et je tiens avant toute chose à remercier l'Université ouverte, son personnel, ses responsables, M. Kevin Saladé, qui est aussi un peu notre représentant ici et qui sert de go-between entre l'Académie et le Palais. Je tiens aussi à remercier M. Boll, qui est quelque part dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure, qui fut d'ailleurs un excellent étudiant en histoire, je puis en témoigner, médiéviste de formation, ce que peu de gens savent d'ailleurs. Je voulais donc vous dire que c'est avec beaucoup de satisfaction que nous clôturons ce premier cycle de conférences 2015 et que l'année 2016, comme on vient de vous le rappeler, s'annonce extrêmement riche en événements et que vous aurez l'occasion d'entendre une dizaine de conférenciers, on vient de vous en parler, et je me suis arrangé dans la programmation pour y glisser d'ailleurs 2 ou 3 Carolo pure souche. Il y aura Philippe Maystadt par exemple, il y aura Richard Miller, il y en a quelques autres qui peut-être n'habitent plus Charleroi, mais en tout cas au moins ont des racines carolorégiennes. Je vais donc maintenant accueillir à la tribune Paul Magnette. C'est d'abord l'académicien, le confrère de l'Académie, élu à l'Académie en 2013, que j'accueille. S'il est académicien, ce n'est pas parce qu'il était homme politique, ministre ou aujourd'hui bourgmestre de Charleroi, mais je saisis l'occasion aussi pour rappeler que Paul Magnette est d'abord un scientifique, qui n'a point perdu la fibre scientifique. Et je voudrais rappeler, ou en tout cas apprendre à ceux et celles qui l'ignorent, qu'il fut un brillant étudiant en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles, qu'il s'est beaucoup spécialisé d'emblée dans les études sur l'Europe, qu'il s'est spécialisé aussi en études européennes, qu'il a fait des stages à Cambridge, et puis il est entré au Fonds national de la recherche scientifique, ce qui lui a permis de terminer un doctorat en sciences politiques. Nous étions à ce moment-là en 1999, et dès cette année-là, il commença une carrière d'enseignant à l'Université de Bruxelles. Il fut même, pendant plusieurs années, directeur de l'Institut d'études européennes et considéré comme une référence en la matière. Il a à son actif de très nombreux ouvrages, articles scientifiques, et avec un autre collègue de l'université, hélas disparu, Éric Remac, ils se sont vus décerner d'ailleurs, voici quelques années, le prix Franqui, qui est tout de même dans le domaine scientifique en Belgique, avec les prix quinquennaux du Fonds national de la recherche scientifique, qui viennent d'être décernés voici quelques jours, c'était lundi au Palais des Beaux-Arts, qui est certainement l'une des récompenses scientifiques parmi les plus prisées, n'est-ce pas, dans notre pays. Donc, mesdames et messieurs, le scientifique Magnette, au prix d'une carrière brillante, qui lui a valu une notoriété internationale par ses publications, certains d'entre vous se souviendront peut-être l'avoir vu régulièrement sur France 3 dans des débats menés par Christine Ockrent au milieu vers 2004, 2005, 2006 sur l'Europe. Il était généralement, oserais-je dire, le Belge de service, mais qui connaissait bien Bruxelles, qui connaissait bien l'Europe. Et donc, pour moi, qui l'ai connu et qui le connaît depuis très longtemps, c'est évidemment un grand honneur et un immense plaisir de pouvoir accueillir, en plus, dans sa ville dont il est aujourd'hui bourgmestre, un confrère académicien dont le parcours scientifique fut à ce point brillant. Et je m'en voudrais de vous faire attendre, et donc je passe immédiatement la parole à Paul Magnette.
Voilà, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Hervé, mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi un vrai et immense et sincère plaisir de m'exprimer devant vous ce soir, à la fois pour toutes les raisons qui ont déjà été dites par Dominique Cabiot et par Hervé Asquin. C'est que, évidemment, en tant que Carolo, je suis extrêmement heureux qu'un cycle de conférences comme celui-ci, de très très haute qualité, puisse se tenir chez nous. Il y a à Charleroi une soif de savoir, une soif de débattre, et il manquait de lieux où nous puissions inviter de grands orateurs. Je ne parle pas de moi, évidemment, mais des précédents et de ceux qui suivront. Et je suis vraiment très heureux de cette décentralisation du Collège Belgique ici à Charleroi, et de voir qu'après une première année qui fut un succès, la seconde comptera 2 fois plus de participants et 2 fois plus de conférences encore que la première. C'est de très bon augure. Et puis je suis très heureux et un petit peu, je dois vous l'avouer, un petit peu anxieux, de vous présenter quelques réflexions sur un sujet qui est pour moi relativement neuf. Hervé Asquin a eu la gentillesse de rappeler que dans une vie antérieure, avant de faire de la politique, j'ai été chercheur et enseignant, et j'ai travaillé presque exclusivement sur des questions liées à l'intégration européenne et sur des questions liées aux difficultés contemporaines de la démocratie. Et puis, depuis maintenant bientôt 3 ans, je suis devenu bourgmestre de Charleroi, et en tant que bourgmestre, confronté à des difficultés d'une ville en transition, je me suis penché sur les réflexions relatives à la formation des villes et à l'évolution des villes. Et j'ai la chance d'avoir un certain nombre de collègues, amis, urbanistes, architectes, sociologues qui m'ont transmis de nombreuses lectures. J'ai donc beaucoup lu en gardant ce vieux réflexe de ma vie antérieure, en m'interrogeant sur cette question: comment se forme une ville? Quelles sont les dynamiques qui donnent à une ville sa forme? Et derrière la forme de la ville, quelles sont les dynamiques qui font la vie en commun et la vie démocratique de la ville? Car la ville, en latin déjà, l'urbs, comme on dit dans le langage originel, forma urbis, c'est donc la forme de la ville. La ville, c'est à la fois une matière, c'est un ensemble de constructions matérielles, mais la ville, c'est aussi un phénomène immatériel. C'est aussi une densité morale, c'est aussi une certaine forme de vie en commun, une certaine forme de civilisation, ce que les Romains appelaient dans un autre mot latin la civitas, le fait de vivre en commun dans l'espace de la cité. Et l'un n'est pas sans lien avec l'autre. La forme physique de la ville est dans une large mesure le reflet des formes de civilisation, et en même temps, la forme que l'on donne à la ville a aussi beaucoup d'effets sur la manière dont se construisent les relations entre les gens qui l'habitent. Et c'est cette relation entre l'aspect matériel et immatériel de la ville que je trouve absolument fascinant et qui, je crois, est un enjeu contemporain majeur, et qui est évidemment un enjeu également pour la ville dans laquelle nous sommes ce soir, et qui sera bien sûr l'exemple privilégié que je prendrai pour exposer quelques réflexions à ce propos. Je ne crois pas évidemment qu'en formant la ville, en donnant à la ville une forme particulière, nous allons pouvoir changer la nature humaine. Heureusement que nous n'avons pas cette faculté prométhéenne de changer la nature humaine, mais je pense néanmoins que la forme que l'on donne à la ville a une influence très importante sur les manières dont vont se construire les relations entre les individus, et que donc elle peut être porteuse des idéaux sociaux, démocratiques et de convivialité que nous portons, et que nous devons faire en sorte qu'elles se traduisent dans cette logique de formation urbaine. C'est une idée très ancienne, parce que depuis que la philosophie existe, depuis que la réflexion sur l'humanité existe, les philosophes se sont penchés sur le phénomène de la ville. Et il y a une littérature d'ailleurs à peu près incommensurable autour de la question de la ville. Et même quand on creuse, parce que j'ai commencé à creuser un peu, on ne peut pratiquement pas trouver un philosophe important qui n'ait écrit d'une manière ou d'une autre sur l'urbanité, sur la civilité, sur le phénomène urbain et de la construction de la vie. Je ne peux évidemment que vous présenter que quelques petits aperçus qui me paraissent être des étapes ou des moments particulièrement importants dans cette réflexion. D'abord ceci, que vous connaissez sûrement, l'image de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est l'image d'une ville que Platon, dans ses dialogues, ses fameux dialogues, le Timée, le Critias, décrit avec Socrate. C'est l'image d'une ville dont il nous dit qu'elle a existé, quelque part au large du détroit de Gibraltar. Elle a été fondée par les descendants de Poséidon. Poséidon s'était épris d'une mortelle, il a eu quelques enfants qui eux-mêmes ont produit des enfants, et cette population est allée fonder une ville, la ville parfaite, la ville idéale, qui hélas plus tard fut engloutie, et donc l'Atlantide, nous ne la connaissons plus. Mais Platon nous en donne le témoignage, et il nous dit que cette ville était l'incarnation de l'ordre social parfait. Dans la philosophie de Platon, la société doit pouvoir construire une harmonie entre les groupes sociaux,
et il définit 3 grands groupes sociaux, les philosophes qui doivent gouverner la cité à l'aide de leur vertu cardinale qui est la sagesse, les guerriers qui doivent protéger la cité à l'aide de leur grande vertu qui est le courage, et puis les artisans qui doivent faire la prospérité de la cité à l'aide de leur grande vertu qui est la tempérance. Et Platon imagine que dans une ville parfaite, ces 3 catégories sociales seraient à la fois proches l'une des autres, mais en même temps séparées, dans une forme, vous le voyez, radioconcentrique. Au cœur figureraient les philosophes qui gouvernent la cité. Ils seraient séparés par un petit canal, et dans un deuxième cercle, on trouverait les guerriers protégeant les philosophes, dans le troisième, les artisans, et puis au loin, la mer et l'horizon lointain. Peu importe finalement le contenu de l'utopie de Platon, ce qu'il y a d'intéressant dans ce modèle de l'Atlantide, c'est qu'il reflète une constante de la réflexion sur la ville qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire une réflexion sur le fait que la forme que l'on donne à la ville est aussi le reflet de l'idée que l'on se fait de la société idéale, et que l'un ne va pas sans l'autre, et que l'un, bien entendu, renforce l'autre. Au-delà de la philosophie, c'est aussi dans la pratique que cette réflexion théorique s'est développée et qu'elle a marqué notre histoire. Et Rome, la civilisation romaine, plus que toutes les autres, fut un immense moment dans cette construction de la réflexion sur la manière dont se construit la ville. Un grand philosophe français qui s'appelle Rémi Brague a écrit un très beau livre qui s'appelle « La voie romaine », dans lequel il dit finalement les Romains n'ont rien inventé. Les Romains n'ont rien inventé, mais ils ont un double génie. D'abord, ils ont la capacité d'absorber, ils absorbent les inventions de tous les autres, et puis ils les formalisent, ils les décrivent en théorie, et puis ensuite ils les diffusent à travers le reste de leur espace. Ils ont donc, ce qui caractérise la civilisation romaine, c'est une faculté d'absorber et ensuite de diffuser. Et les Romains vont donc absorber tout ce que, avant eux, a été imaginé en forme de construction urbaine, et notamment l'héritage hellénistique et l'héritage étrusque en particulier, le formaliser dans une théorie de formation de la ville qui est extrêmement élaborée, et puis ensuite le diffuser très très largement, puisque vous le savez, les Romains sont une civilisation qui considère que la population doit essaimer, que quand la population grandit, elle ne doit pas rester au même espace, mais elle doit partir plus loin, fonder des colonies pour qu'à la fois Rome n'étouffe pas sous la croissance démographique. Ça les inquiète beaucoup, cette idée que la population croît et qu'en croissant, il peut y avoir une concentration beaucoup trop forte d'individus sur un lieu étroit. Et puis surtout, essaimer, comme le font les abeilles, pour aller diffuser leur civilisation un peu plus loin. Ici, j'en ai pris un au hasard parce que je trouve que graphiquement, c'est sans doute le plus beau, c'est le plan de Cologne. Cologne, qui est donc une colonie romaine tardive du 1er siècle, si mon souvenir est bon, après notre ère, au bord du Rhin, et qui est une ville romaine absolument exemplaire, d'abord parce qu'elle est en bord de rivière et que les Romains, la plupart du temps, construisent leur ville au bord de l'eau, au bord de la mer ou en bord des rivières. C'est lié, bien entendu, à l'instrument de communication et de mobilité le plus important de l'époque, que sont les bateaux. Et puis ensuite, parce qu'ils ont développé une théorie parfaite, dont ce plan, il y en a beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres villes romaines, mais ici on est sur vraiment un plateau en bord de rivière, et donc c'est presque le plan parfait. Le plan romain doit s'adapter à la topologie, et ici, comme la topologie est presque parfaitement plate, le plan romain est déployé de manière presque parfaitement théorique. Quelle est cette manière de fonder une ville? Quand les Romains s'installent, arrivent à un endroit et disent « ici, nous allons fonder une ville », ils commencent par tracer ce qu'on appelle le cardo, un axe qui va du nord au sud. Ils tracent ensuite ce qu'on appelle le decumanus, un axe qui va d'est en ouest. Ce sont les deux axes centraux, vous les voyez sur le plan, de la ville. Ils enserrent ensuite cet espace délimité par les deux axes par un rempart. Le rempart qui évidemment a une fonction de protection militaire, il faut protéger la ville contre les barbares et contre les invasions, mais le rempart qui a aussi pour fonction de délimiter l'espace urbain. La ville a un espace qui est défini et qui pour eux est défini une fois pour toutes. Elle ne doit pas grandir. Si elle grandit, si la population grandit, elle doit partir ailleurs, fonder d'autres villes. La ville a, selon les Romains, une taille parfaite, idéale, qu'elle ne doit pas dépasser. Quand on a construit le rempart, quand on a construit les deux grands axes nord et sud, vous voyez donc l'axe nord-sud ici, l'axe est-ouest ici et le rempart, on établit généralement le forum, le foro romano comme on dit en italien, le forum qui est le centre de la cité, le lieu où sont concentrés les temples, où sont concentrées les manifestations religieuses, les manifestations politiques aussi, dans un certain nombre de cas également sportives ou en tout cas de démonstrations, combats de gladiateurs, etc., et les lieux de la justice. C'est le véritable
poumon et cœur de la cité, puisqu'on y concentre toutes les fonctions les plus importantes d'une ville de l'époque. Et puis ensuite, quand ils ont disposé le forum, ils vont répartir, créer une structure viaire, donc une structure de rue qui vient subdiviser les axes, les deux grands axes placés de manière orthogonale en toute une série de petits îlots, et répartir dans ces îlots toutes les instances, toutes les institutions qui forment le tissu d'une ville romaine classique, c'est-à-dire des cours de justice, les habitats bien sûr, le marché, l'amphithéâtre, les bains, des parcs, des arènes, des jardins, des bibliothèques. La civilisation romaine est très riche et donc dispose tout cela à l'intérieur de la ville, sans oublier que les Romains sont de grands ingénieurs, qu'ils ont inventé l'arrivée d'eau, les aqueducs, et aussi l'évacuation des eaux usées, et donc le système d'égouttage, et que tout cela vient se positionner également sur le tissu urbain. À travers ce plan urbain, la République romaine exprime son idéal d'une société qui est une société cultivée, une société qui cultive le soin du corps à travers les sports, à travers les jardins, à travers les parcs, à travers les bains, qui cultive aussi l'esprit à travers les bibliothèques, à travers les manifestations culturelles, qui vénère ses dieux. Tout ça n'est évidemment rendu possible que parce que les tâches laborieuses sont exercées par des esclaves. Et par ailleurs, elle traduit aussi une certaine forme d'ordre social. Il y a à Rome 3 catégories sociales principales, ce qu'on appelle les patriciens, c'est un peu l'aristocratie d'aujourd'hui ou la grande bourgeoisie, les classes moyennes d'artisans, de commerçants, et puis le petit peuple, la plèbe, et puis évidemment les esclaves. Mais les esclaves vivent avec leur maître, dans les maisons de leur maître. Ces catégories d'habitat sont évidemment différentes. Les patriciens ont de grandes maisons avec des jardins, des villets, comme on dit des villas, avec des jardins, avec des espaces ouverts. La classe moyenne a de plus petites maisons et la plèbe vit dans de petits appartements, une structure d'habitat finalement qui ressemble et qui anticipe déjà pas mal celle que nous allons connaître dans la modernité. Donc il y a une structure de classe sociale. Tout le monde n'est pas absolument équivalent. Mais en même temps, les catégories sociales habitent très près les unes des autres. Ceci n'est pas les distances exactes ni le nombre exact d'habitants, mais on doit tourner autour de 30 000 habitants et d'une surface à peu près, à mon avis, 1 km ou 2 km². Et donc la distance physique entre les différentes catégories sociales est très faible. Et comme il y a de grands axes qui sont occupés par tout le monde et de grandes infrastructures publiques qui sont des lieux communs, qui sont des lieux publics, il y a à la fois des différences sociales, mais en même temps des contacts entre les différentes catégories sociales. On n'est pas dans une logique de ségrégation. Et ceci traduit assez parfaitement la philosophie de la République romaine, qui est un peu oligarchique et un peu démocratique, le tissu urbain le démontre. Ceci aura évidemment une influence absolument colossale sur l'art de construire les villes, puisque d'abord les Romains vont en construire un peu partout autour de la Méditerranée, et puis qu'ensuite les Européens vont eux-mêmes rester très profondément marqués par la forme romaine de la ville, et que quand les Européens vont coloniser tout le reste de la planète, à peu près en 5 siècles, entre le XVIe et le XXe siècle, ils vont eux-mêmes reproduire des structures orthogonales et une disposition des établissements urbains à l'intérieur d'un plan qui souvent ressemblera, en tout cas sera inspiré par la matrice romaine. Au-delà de Rome et tout au long du Moyen-Âge, puis surtout de la modernité, et surtout à partir de la Renaissance, l'idéal de la ville parfaite va subsister comme un idéal extrêmement puissant. Quand l'utopie est inventée, l'utopie c'est un nouveau mode de philosophie, un nouveau mode de pensée, inventé par le philosophe de la Renaissance anglais Thomas More, c'est lui qui invente le mot. L'utopie c'est imaginer un monde idéal, décrire ce monde idéal pour donner la direction à suivre. On sait bien qu'on ne l'accomplira peut-être pas et peut-être sûrement pas tout de suite, mais ça donne l'image de ce que serait le monde s'il était parfait. Dans chacune des utopies, on retrouve un schéma urbain. Il n'y a pas d'utopie pensable sans que la question de la ville ne soit pensée. C'est le cas chez Thomas More, c'est le cas chez Campanella, c'est le cas chez Francis Bacon et chez beaucoup d'autres à la Renaissance. Et c'est une question très importante pour les hommes de la Renaissance, pour les mêmes raisons qui ont motivé les hommes du temps des Romains. D'abord, parce qu'ils sont confrontés, c'est une période après le déclin de la population, de nouvelles croissances démographiques, et donc ils sont confrontés à l'extension de la population. Il faut apporter une réponse à cette question, comment éviter une concentration excessive de la population dont on le craint qu'elle communique les maladies, qu'elle crée trop de promiscuité, et donc qu'elle corrompe également les mœurs. Et ensuite, comment faire pour que ceci permette d'établir un ordre social équilibré. Ce que Thomas More décrit, c'est l'île d'Utopie, une île qui comporte 54 villes parfaitement identiques, qui elles aussi comptent à peu près 30 000 habitants.
30 000 habitants, je vous invite, je l'ai relu en préparant ici, je me suis dit que c'était finalement un assez beau rêve, qui travaillent 6 heures par jour, qui produisent juste ce dont ils ont besoin pour mener une vie épanouissante mais frugale et qui consacrent tout le reste de leur journée à se cultiver, à cultiver le corps et l'esprit. C'est un assez bel idéal. Et pourquoi y a-t-il 54 villes sur cette île? Parce que c'est le système que Thomas More a trouvé pour réguler le problème de la croissance démographique. Si une de ces villes, à un moment donné, a trop d'habitants, elle ne peut pas grandir, les habitants doivent aller vers une autre ville dont, elle, la population est en train de décroître. C'est une manière d'assurer la mobilité de la population entre les villes, parce qu'à nouveau, on part du principe qu'il y a un noyau de ville parfaite et qu'il ne faut pas le dénaturer. Il y a un idéal urbain qui doit absolument être maintenu comme tel. Il vaut mieux que les gens se déplacent plutôt que d'étendre ce tissu urbain. Cet idéal, cette volonté de construire une formule de la ville idéale, elle va non seulement subsister, mais se déployer tout au long de la modernité, à la Renaissance encore et tout au long de la modernité. Et elle va se déployer autour de trois grands objectifs. Un objectif ou une finalité esthétique, d'abord. La Renaissance redécouvre la beauté, l'élégance des formes, des harmonies, des équilibres de l'époque hellénistique et romaine, de l'Antiquité. Après le Moyen-Âge, qui avait laissé justement les villes grandir un peu n'importe comment, au Moyen-Âge, beaucoup de villes étaient des villes forteresses, mais on laissait à l'intérieur de la forteresse construire à peu près tout et n'importe quoi, et ceci produisait des villes absolument cacophoniques et qui étaient génératrices de transmission de toute une série de maladies, de la peste en particulier. Après donc ce problème, après cette forme urbaine du Moyen-Âge considérée comme pathologique, il fallait, selon les hommes de la Renaissance, réinventer une forme urbaine qui revienne aux idéaux de l'Antiquité, c'est-à-dire avec des circulations beaucoup plus fluides, avec des espaces publics beaucoup plus ouverts pour ne pas avoir cette concentration et cette promiscuité, et aussi parce que la Renaissance est un âge fasciné par la beauté, avec une volonté de profiter de cette transformation urbaine pour restaurer des perspectives et restaurer des angles de vue sur les bâtiments les plus exemplaires. Ce tableau est absolument fascinant. Il date de 1482, on est vraiment à l'aube de la réinvention de la perspective. Évidemment, les perspectives ne sont pas correctes du point de vue architectural, elles sont fausses, elles sont picturales et elles sont volontaires, mais elles montrent combien l'idéal de beauté architecturale et de disposition des bâtiments autour d'espaces publics ouverts et harmonieux était profondément prégnant à cette époque, en contraste évidemment avec la forme réelle des villes de l'époque. Les villes du XVe siècle ne ressemblaient pas du tout à ceci. Ceci est un peu, pour le XVe siècle, ce que l'idéal de Platon est pour l'Antiquité. C'est la version projetée de ce que serait une ville si elle était parfaite. Et ceci aura une influence à nouveau extrêmement importante parce que, à la Renaissance, la question de la formation de la ville va commencer à se poser de manière différente de l'époque antique et de l'époque romaine en particulier. Les hommes et les femmes de la Renaissance ne pensent plus que forcément il faille aller construire de nouvelles villes parfaites. On continuera à construire de nouvelles villes de la Renaissance. Vous voyez par exemple le plan de Ferrare en Italie qui est absolument sublime parce que c'est une ville essentiellement construite à l'époque de la Renaissance. Mais les hommes de la Renaissance se disent il faut aussi remettre de l'ordre dans les villes existantes. Et ils inventent un concept. C'est au XVe siècle que le concept est inventé, qu'on appelle la rénovatio urbis, la rénovation urbaine, dirait-on aujourd'hui en langage banal. C'est à cette époque qu'on se dit, certes il faut des villes nouvelles qui soient parfaites, mais il faut aussi améliorer les villes existantes, percer, abattre, démolir, recréer des perspectives, recréer de nouveaux bâtiments pour améliorer le tissu urbain dont nous avons hérité. Deuxième motif qui va pousser à de profondes transformations urbaines, c'est le motif militaire. Vous aurez reconnu, j'imagine, ici la carte de Vauban pour Charleroi. Le motif militaire, parce que je fais un bond ici d'un siècle et demi, au XVIIe siècle, les techniques militaires évoluent, on ne s'entretue plus à coups de flèches, mais on s'entretue à coups d'armes à feu. La poudre et l'invention des canons ont évidemment fortement multiplié la charge des armes que l'on peut envoyer et la portée de ces armes. Et du coup, les vieilles forteresses avec de hauts murs ne sont plus du tout efficaces. Il faut inventer de nouvelles formes de forteresses, de nouvelles formes de protection.
Et Vauban, grand inventeur français, en a mis 1666, mais 1666 c'est la fondation de la ville. Vauban intervient évidemment beaucoup plus tard, et le plan de Vauban date, c'est moi qui ai mis 1666, mais c'est une erreur, mais le plan de la ville date évidemment seulement, le plan de la forteresse date évidemment de l'époque de Vauban, donc du XVIIIe. À cette époque, pour pouvoir se prémunir de l'effet de ces nouvelles armes, il faut pouvoir construire de nouvelles formes de forteresses, et notamment cette formule que Vauban invente de la forteresse hexagonale, avec des pointes avancées qui permettent de beaucoup mieux se protéger que dans les formules antérieures. Mais ici, comme la ville est en même temps forteresse, et c'est le cas d'un grand nombre de villes, la vocation militaire va évidemment avoir une influence énorme sur la manière dont on va construire la ville. C'est l'ambition de protéger la ville qui est première et qui va façonner très largement le tissu urbain. Enfin, troisième idéal un peu plus tardif, qui lui aussi va profondément marquer la forme des villes contemporaines, c'est l'idéal social. Au XIXe siècle, nous sommes en pleine révolution industrielle. La révolution industrielle bouleverse évidemment complètement la manière de former les villes. D'abord, on a de nouvelles technologies de communication. On inventera bientôt l'électricité, le téléphone, on invente les chemins de fer. Et donc le mouvement peut être beaucoup plus rapide, la transmission d'informations peut être beaucoup plus rapide, et puis surtout, la révolution industrielle impose de transformations absolument énormes du tissu urbain. La première, c'est qu'on va construire des villes là où il y a des ressources naturelles. Vous aurez reconnu bien entendu le site du Grand Ornu dans la banlieue de Mons. Là où il y a des ressources naturelles et du charbon, on va exploiter du charbon, et en exploitant du charbon, on va donc construire l'infrastructure, le charbonnage. À côté du charbonnage, il faut des ateliers pour construire toutes les pièces métalliques dont on a besoin dans un charbonnage, et à côté de tout cela, il faut évidemment des hommes et des femmes, des hommes surtout, mais des femmes aussi, pour travailler dans ces charbonnages. Et donc on va à nouveau réinventer des villes à partir de rien, ou de nouveaux quartiers dans le tissu urbain, villes qui sont un mélange d'infrastructures industrielles, d'ateliers et de logements qui sont parqués tout autour pour que la main-d'œuvre soit directement à disposition de ces nouveaux outils de l'époque industrielle. Alors ici, pourquoi le Grand Ornu est-il l'expression d'un idéal en quelque sorte ? Parce que dans cette manière d'établir la ville, il y a beaucoup d'anarchie. Et notre tissu urbain Carolo en est un vivant exemple. Beaucoup d'endroits, on creuse le puits de mine là où est la veine et on dispose aux alentours de manière un peu cacophonique les différents bâtiments de la mine et les différents corons qui vont loger les ouvriers. À d'autres endroits, on le fait avec la volonté de s'inspirer de l'idéal de la cité idéale et donc de cette harmonie des formes, de ces perspectives, qui est à la fois un idéal esthétique, bien entendu, puisqu'on ne met pas des ateliers dans un double arc de cercle comme celui-là si on n'a pas un idéal esthétique, ça n'a pas de fonctionnalité particulière, mais qui est aussi la traduction d'une certaine philosophie. Ici, on est dans la philosophie d'un conservatisme social, d'un paternalisme social, qui veut croire que toutes les catégories sociales peuvent vivre les unes avec les autres, que la société n'est pas la lutte des classes, mais au contraire est l'harmonie. Et donc le patron habite sur le site, la statue du fondateur est d'ailleurs en plein milieu de la cour, il est censé être vénéré par tous ceux qui y travaillent, les ingénieurs, les contremaîtres ont de belles maisons sur le site, les ouvriers ont de toutes petites maisons, mais chacun a un point d'eau, un four à pain et un petit jardin, avec cet idéal que chaque petite unité économique peut avoir son autonomie, une mini-autarcie, et les porions, les contremaîtres, ont des maisons un peu plus grandes que les autres. Bref, la typologie des habitats et la manière dont ils sont dispersés est censée traduire une société idéale d'harmonie, où tout le monde concourt à la prospérité, chacun en fonction de ses facultés. Et le système est paternaliste jusqu'au bout, puisque les ouvriers ne payent pas de loyer, mais que la maison leur est mise à disposition en échange de la retenue du salaire du samedi. Ils ne sont pas payés le samedi pour payer le loyer de leur habitation. Et bien entendu, ils font la plupart de leurs achats dans des magasins qui sont également détenus par le propriétaire de la mine. On est donc dans un système économique clos. Ceci est intéressant en ce qu'il exprime une certaine idée de l'harmonie sociale. J'aurais pu en présenter d'autres, j'aurais pu présenter des phalanstères ou des familistères, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un très beau phalanstère de Guise, construit par la famille Godin, qui fabrique des poêles en fonte, mais là nourri par un idéal plus socialiste, plus égalitaire, puisqu'on a là un bâtiment où chacun est mis sur un pied d'égalité et où le bâtiment comporte aussi des espaces verts, des bibliothèques, des bains, tout ce qui doit concourir au-delà du travail à l'épanouissement personnel.
Voilà donc ces 3 motifs supplémentaires de penser une cité idéale: retrouver de l'esthétique, retrouver de nouveaux mécanismes de défense adaptés aux nouvelles conditions matérielles de la guerre, et reconstruire un ordre social qui se veut harmonieux, bien que dans les faits, on le sait, ce siècle est un siècle de grande tension sociale et de grande lutte, dont notre territoire a d'ailleurs été un des grands témoins. Alors voilà pour quelques références historiques. J'en reviens maintenant dans une deuxième partie sur la question de qu'est-ce que finalement l'art de bâtir une ville quand on est confronté, à partir du XIXe siècle, non plus à ces idéaux absolus, mais confronté à un phénomène majeur à la fin du XIXe siècle, l'accélération de la révolution industrielle et l'accélération de la croissance démographique. La population, qui a stagné très très longtemps dans l'histoire de l'humanité, progresse à ce moment-là, grâce au progrès de la médecine, à une vitesse, et de la prospérité, à une vitesse absolument colossale. Dans le même temps, la population se déplace. Alors que pendant des millénaires, on a vécu dans les villages, à la campagne, et que les mêmes familles ont vécu de génération en génération dans le même village, sans jamais sortir d'un rayon de plus de quelques kilomètres de l'endroit où l'on est né, à la modernité, on bouge. On fuit la campagne, enfin on part de la campagne pour aller vers la ville, où l'on trouve du travail, et l'on peut utiliser les moyens de communication modernes, quand on en a les moyens, pour circuler. Ceci change donc complètement les repères à partir du XIXe siècle. Il faut penser un art de construire la ville adapté à une croissance démographique beaucoup plus rapide qu'autrefois et à une évolution technologique infiniment plus spectaculaire que ce qu'on a connu dans toutes les époques antérieures. C'est là que va naître précisément l'urbanisme. L'urbanisme en tant que science, cette idée qu'on peut former la théorie parfaite, précise, rigoureuse de la manière de construire les villes, elle date en gros des années 1860 et des années 1870. Et les 2 exemples les plus connus sont celui de Barcelone, dont vous voyez le plan ici. On retrouve le petit cœur de la toute petite Barcelone historique, la Rambla pour ceux qui y sont allés récemment, le petit cœur de Barcelone historique, mais on y trouve surtout cette immense extension urbaine qui, vous voyez, est beaucoup plus grande que le cœur de la ville, qui est planifiée par les urbanistes municipaux, les urbanistes communaux de l'époque, qui se disent « la croissance démographique est inévitable, mieux vaut la préparer que la subir, et donc il faut l'organiser, il faut l'encadrer, il faut l'obliger à rentrer dans une grille, vous voyez, qui est d'une rigueur, d'une précision absolue, puisque le schéma viaire est extrêmement rigoureux, que chaque îlot est exactement le même que l'autre et que tous les gabarits des immeubles, leur hauteur, leur profondeur, les vides intérieurs, tout ça, seront définis avec une absolue rigueur. Ce qui d'ailleurs stimulera la créativité des architectes, parce que pour qu'un architecte soit créatif, il faut qu'il ait beaucoup de contraintes. S'il a un terrain plat et qu'il fait ce qu'il veut, il manque d'idées. Si par contre le bâtiment doit faire exactement telle hauteur, tel volume, avec tel dégagement par rapport à l'espace public, ça stimule encore plus sa créativité pour essayer de se démarquer de tous les autres bâtiments sur tous les autres îlots à peu près identiques. Avec cette invention de Cerda, qui est donc l'urbaniste qui conçoit le plan de Barcelone et qui met sur papier la théorie de l'urbanisme moderne, de créer ces 2 avenues diagonales pour ne pas simplement avoir un plan orthogonal, mais également des diagonales. L'autre grande figure bien connue de l'urbanisme du XIXe siècle, c'est un préfet parisien, c'est le préfet Haussmann, qui lui est confronté à un problème du même type. Il faut assurer la croissance démographique autour de Paris, mais qui va surtout travailler sur base d'un centre urbain qui est déjà beaucoup plus étendu que celui de Barcelone et le corriger à l'intérieur. Il ne s'agit pas tant de prévoir l'extension du tissu urbain que de corriger le tissu urbain antérieur. Le petit Paris du XIXe siècle, le Paris que nous connaissons aujourd'hui, est presque intégralement un Paris construit en une cinquantaine d'années entre les années 1860 et 1910, 1920, parce que le Paris antérieur est une accumulation de petits villages, un peu comme Charleroi d'aujourd'hui d'ailleurs, avec une grande hétérogénéité de bâtis, avec un réseau de voies et de routes extrêmement hétérogène et extrêmement complexe, et avec une insalubrité mondialement connue. Paris est la ville réputée comme l'une des plus sales du monde, les plus polluées du monde. On jette ses déchets dans la rue, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de rue pavée dans beaucoup d'avenues, et c'est une des villes dans lesquelles les maladies aussi sont nombreuses et se propagent très rapidement. C'est aussi une ville industrielle, on l'oublie un peu puisqu'aujourd'hui c'est une grande ville de services, mais elle est à l'époque une ville industrielle avec une population ouvrière et d'artisans très nombreuse et l'une des plus vigoureuses au monde. C'est quand même celle qui a fait la Révolution française et décapité
et décapiter le roi de France, et c'est celle qui, dans les années 1870, fera la Commune de Paris. C'est encore celle qui, en 1968, mènera les grandes rébellions de notre époque. C'est donc une ville dans laquelle Haussmann, qui est préfet de police, obsédé par l'ordre, va avoir pour philosophie, en termes d'intervention urbanistique, de travailler surtout sur la réparation de la ville. Dans la même logique que celle de la Renaissance, il faut intervenir sur le tissu urbain existant pour le corriger, pour l'améliorer et faire en sorte que ses défauts, la promiscuité, l'ombre, l'insalubrité, soient éliminés. On est fasciné à l'époque par le progrès technologique, on est fasciné par l'hygiène, c'est le moment des grandes découvertes sanitaires, et donc il faut une ville avec des avenues larges, aérées, avec à nouveau de la végétation, avec des parcs, avec des squares. Il faut une ville éclairée, ce qui est une grande nouveauté pour l'époque, on installe l'éclairage urbain, et il faut donc une ville dans laquelle la fluidité soit un peu partout. Le maître mot d'Haussmann, ce sont les flux. Il est fasciné par les flux de circulation. Et il faut donc, et vous voyez toutes les petites striures rouges, ce sont toutes les interventions, et ça n'est pas rien sur quelques dizaines d'années, de rues qui ont été soit nouvelles, tracées au travers des rues historiques, soit élargies pour créer des perspectives beaucoup plus larges. Derrière tout cela, il y a aussi bien entendu une philosophie sociale. La ville de Paris doit être une ville de la bourgeoisie triomphante, et le petit peuple parisien doit être conduit vers les faubourgs, doit être conduit en dehors du centre parisien. Et comme il est turbulent, le fait d'avoir de grands boulevards permettra à la gendarmerie à cheval de circuler beaucoup plus facilement et de réprimer beaucoup plus facilement toute tentative de rébellion que le peuple pourrait être amené à conduire. Il y a donc derrière l'ambition urbanistique, une ambition hygiéniste et aussi une ambition de contrôle social. Ce double mouvement, celui de Barcelone, celui de Paris, l'extension de la ville en dehors de la ville, l'amélioration du tissu urbain à l'intérieur de la ville, vont avoir une influence énorme à l'époque. À l'époque, tout le monde suit un peu partout dans le monde développé, en Europe en particulier, ces mouvements et s'en inspire. Et c'est le cas notamment d'une charmante petite bourgade de bord de Sambre, la ville de Charleroi, puisqu'en 1867, les autorités, exactement à la même époque que Cerda et que Haussmann en France, les autorités communales de la ville de Charleroi lancent un concours d'urbanisme, se disant cette ville vraiment ne ressemble à rien, et c'est vrai qu'elle ne ressemble pas à grand-chose, c'est la forteresse à la ville haute, et c'est un petit village médiéval tardif en bord de Sambre à la ville basse, avec des excroissances un peu partout. Ça n'a pas l'élégance d'une ville moderne. Or, la bourgeoisie de l'époque, puisqu'on est en pleine révolution industrielle et que Charleroi est à l'époque une ville, c'est l'âge d'or de Charleroi et de sa richesse, veut donc doter Charleroi d'un centre urbain qui ressemble aux grandes villes. C'est un peu du pastiche. On copie Paris surtout, puisqu'on est dans l'ère d'influence française principalement, en construisant de nouveaux boulevards exactement comme le fait Haussmann, qui vont traverser les anciens quartiers, mais en s'inspirant aussi de la logique barcelonaise, puisque on ne se contente pas de tracer de nouveaux boulevards autour des lieux existants, autour par exemple de la forteresse de Vauban, on va aussi prévoir et programmer l'extension du tissu urbain. On se dit que la population va grandir et qu'il faut le programmer, c'est ainsi qu'on imagine tout, vous le voyez à la ville haute aujourd'hui, le plan orthogonal de la ville haute, le plan avec des rues perpendiculaires qui se croisent à angle droit, est inspiré de cela. Et puis exactement comme le font les Français, qui eux-mêmes s'inspirent de la ville romaine, quand on a construit cette structure harmonieuse des grands boulevards, qui est toujours là d'ailleurs, on l'a parfaitement préservé aujourd'hui, notre plan urbain est encore exactement celui de 1867, il n'a pas changé, on va ensuite disposer les différentes infrastructures sur ce maillage, sur cette grille urbanistique qu'on a construite. On dispose l'hôtel de ville, la caserne, on veut faire un parc à l'anglaise, un hôpital, un abattoir, etc., etc. Toutes les fonctions métropolitaines doivent être concentrées sur ce centre urbain, disposées de manière élégante et équilibrée, tout en laissant évidemment de l'espace pour la construction des habitations, et en particulier, puisqu'on est au centre-ville, des habitations de la bourgeoisie qui va se concentrer en ce lieu. Alors cette ambition de planifier la croissance urbaine, elle subsiste aujourd'hui, elle a subsisté tout au long du XXe siècle, avec parfois, j'ai pris quelques exemples extrêmes, parce que c'est toujours intéressant de prendre des exemples extrêmes, des projets qui, heureusement, n'ont pas tous été réalisés. Celui-ci, c'est celui d'un très très grand architecte du XXe siècle, Le Corbusier, d'origine suisse, qui dit « Paris c'est infect », comme Haussmann, « Paris c'est petit, c'est bas, c'est sale, il n'y a pas de lumière ». Il faut raser en gros tout le 13e arrondissement, on est près de l'île Saint-Louis, raser tout ça, toutes ces vieilles maisons vilaines, et construire à la place de beaux grands bâtiments
qui ont un grand dégagement autour d'eux, qui auront donc de la lumière, avec de grands espaces publics autour, et le faire avec une régularité géométrique, vous le voyez, presque absolue. Le Corbusier est l'auteur d'un certain nombre de projets de villes nouvelles. Ici, il vient en quelque sorte intégrer un morceau de ville nouvelle à l'intérieur de Paris, en rasant tout ce qui est là, et sans se soucier du tout d'intégrer sa ville avec le tissu urbain préexistant. On fait table rase, on rase tout, et on construit cette ville qui a, évidemment, en termes d'habitat, une beaucoup plus grande capacité que celle qui lui précède. Ça n'a heureusement pas été construit, mais il y a néanmoins quelques tours dans cette région inspirée, en tout cas qui semble être le reliquat de cette vision. À notre époque, ça reste également un idéal fascinant. J'ai pris ici l'idéal d'une ville nouvelle qui est peut-être la plus perfectionnée, c'est une ville réelle, construite en Corée du Sud, la ville de Sangdo. Sangdo, elle est conçue comme une ville tout à fait nouvelle en bordure d'une ville existante, mais elle en est une extension, pour accueillir 300 000 travailleurs tous les jours dans le secteur des services et comporter 65 000 habitants. Elle est construite selon un plan tout à fait classique, là aussi, vous voyez, qui tient compte de la géographie, de la topologie, mais avec de grands boulevards, avec un plan orthogonal, avec quelques grandes infrastructures qui sont dispersées de manière relativement équilibrée. Elle a une particularité qui fait qu'on parle beaucoup d'elle, c'est comme elle a été construite à partir de zéro, et ces dernières années très récemment, elle est intégralement connectée. Tout est connecté. Il y a des caméras partout, il y a des puces partout, et le moindre mouvement dans la ville est repéré. C'est une ville où il y a une insécurité zéro, parce que c'est en quelque sorte la réalisation du rêve de George Orwell. On peut savoir très exactement à quelle heure vous êtes sorti de votre appartement, puisque quand vous ouvrez votre porte, ça active une puce et cette donnée est collectée. À quelle heure vous êtes monté dans votre voiture, quelle rue vous avez prise parce qu'on suit la circulation de votre voiture, où vous vous êtes garé, etc., etc. Et donc il y a zéro crime dans la ville de Sangdo, puisque chacun sait que s'il commet un crime, dans la seconde ou dans les quelques secondes qui suivent, il sera repéré. C'est un idéal qui est fascinant dans le sens où il va très très loin dans la réalisation de certains idéaux sécuritaires qu'on imaginait non réalisés, mais il est ici réalisé. Je ne vous cacherai pas que mon pire cauchemar serait de vivre dans une ville comme celle-ci, qui est pour moi la négation même de la ville, puisque la ville, je vais y revenir, c'est par définition le mélange, la diversité et l'imprévisibilité. Autre exemple absolument fascinant, c'est Palm City, je crois que c'est à Dubaï, si je me souviens, en tout cas c'est quelque part dans cette région du monde. C'est ce rêve dingue de milliardaires des pétrodollars de construire une ville à l'image d'un palmier sur la mer. D'ailleurs des entreprises belges qui y travaillent, en reconquérant du terrain sur la mer et en reconstruisant, alors la forme ronde n'est pas sans rappeler d'ailleurs en quelque sorte l'Atlantide et un certain nombre de modèles utopiques qui ont existé, et en répartissant sur de grandes avenues gagnées sur la mer des casinos, des commerces de luxe et des appartements de très très haut niveau. J'ai eu l'occasion de visiter à Doha un projet plus modeste que celui-là, mais inspiré de la même philosophie. C'est absolument fascinant de se dire qu'on peut au XXIe siècle construire ce genre de choses. Autre modèle fascinant, mais celui-là est théorique, c'est celui qui est pensé par l'architecte Philippe Samin, qui construit à Charleroi ici la caserne des pompiers pour le moment, qui a construit le siège de Dupuis et de la CNP à Gerpine. Et Gilles Samin, dans un livre tout à fait intéressant, qui est d'ailleurs en vente ici à la sortie de la conférence, nous dit la population va être de plus en plus urbaine dans le monde, avec la croissance démographique. Et donc il faut planifier. C'est toujours le même raisonnement depuis qu'à chaque moment, à la Renaissance, à Rome et dans les temps industriels, à chaque moment on s'interroge sur comment planifier la croissance urbaine, quelle forme donner à la ville. Et lui fait un traité mathématique d'une précision hallucinante sur les hauteurs idéales des différents bâtiments, l'écartement parfait entre les différents bâtiments, pour en faire une ville qui soit sur le plan écologique la ville la plus parfaite possible. Il est évident que concentrer les habitats est écologiquement plus intéressant que les disperser, et lui a fait des études d'illumination, d'acheminement de l'énergie, d'acheminement des déchets, d'acheminement des matières premières pour concevoir la ville la plus parfaitement rationnelle sur le plan écologique, mais dont je pense de la même manière qu'elle doit être sur le plan sociologique et humain un absolu cauchemar pour ceux qui y vivent. J'ai voulu vous montrer ces quelques exemples pour vous montrer que l'imagination et que le rêve de la cité idéale, qui est là depuis que l'humanité existe, n'a pas disparu aujourd'hui. Mais ça reste évidemment des exemples extrêmes et des exemples, dans une certaine mesure, marginaux. Ce à quoi l'humanité est confrontée, c'est deux phénomènes principaux. Dans les pays émergents, c'est encore aujourd'hui une croissance extrêmement rapide de la population autour des mégacités.
Des villes comme Rio, des villes comme les grandes villes chinoises qui voient aujourd'hui encore un énorme exode rural, voient se développer des slums, comme on dit, des taudis à répétition, sur des espaces absolument immenses. C'est une ville qui grandit toute seule, sans que personne ne l'ait programmée et organisée, et qui ne présente évidemment aucune condition de salubrité et de sécurité et de plaisir de vivre en ville. Pour nous, Européens, je vais me concentrer uniquement sur l'Europe, c'est déjà bien vaste, le problème est différent. Notre problème, c'est moins la croissance dramatique des villes. Finalement, on a plutôt connu ces 30 dernières années une décroissance de la population des villes. Le phénomène est inverse par rapport aux pays émergents. Pour nous, le problème, c'est surtout, et Charleroi en est un exemple emblématique, c'est peut-être même le meilleur exemple européen, j'essaie d'en trouver d'autres, mais je pense que c'est peut-être le meilleur exemple européen, d'une ville qui a été mise en fragments, d'une ville qui a été brisée par les logiques du capitalisme au XIXe siècle, et à nouveau, on va le voir aujourd'hui encore au XXe siècle. La ville a été brisée parce que, après l'idéal du XIXe siècle que je vous ai montré tout à l'heure, d'un plan conçu harmonieusement pour y distribuer les différentes fonctions, la circulation, les habitats, on a connu une époque de développement urbain absolument anarchique dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. D'abord parce que la révolution industrielle s'est déployée à une vitesse tellement colossale et parce que notre ville est en fait l'accrétion et la rencontre d'une série de villages préexistants. Et nous avons cette singularité d'avoir en quelque sorte deux trames urbaines qui se superposent. D'un côté, on a une ville industrielle, c'est-à-dire une accumulation d'usines, de puits de mines et de grosses infrastructures. Et on les voit ici, c'est le plan de Charleroi en 1911. On était très fiers en 1911, au moment de l'exposition universelle à Charleroi, de montrer que nous avions les ASEC ici, des charbonnages un peu partout, des verreries, mais des infrastructures industrielles qui étaient à proximité immédiate des vieux villages, des anciens villages fondés entre l'an 1000 et le XVIIIe siècle. Et donc une dispersion de l'industrie dans le tissu urbain, ce qui est relativement rare aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu sur le dessin de la carte des Romains. Les Romains avaient mis l'activité industrielle en dehors de la ville, au bord de l'eau, en dehors du rempart. Aujourd'hui, au XXe siècle, on s'efforce aussi de construire ce qu'on appelle des zonings, des zones d'activité économique, en dehors de la ville pour ne pas mélanger l'activité industrielle et l'activité humaine. Mais au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, en pleine phase d'expansion industrielle, il y a certes la mobilité, il y a certes les chemins de fer, mais il faut que la main-d'œuvre habite le plus près possible des lieux d'exploitation, et il faut donc que l'établissement humain et l'établissement industriel soient très proches des autres. Ça donne évidemment un tissu urbain extrêmement fragmenté. Si en plein milieu de la ville, vous tombez nez à nez avec un puits de mine, à un autre endroit avec un haut fourneau, avec une infrastructure sidérurgique, et avec toutes les infrastructures que ça génère, une voie de chemin de fer, un canal, des pylônes d'électrification, tout cela vient créer sur le tissu urbain toute une série de cicatrices, de coupures qui l'ont évidemment profondément découpé, fragmenté et démembré. Et ceci d'autant plus gravement que tant que ça tourne, on peut se dire, il faut lire les poèmes de Verlaine sur Charleroi, qui donne une image absolument apocalyptique de Charleroi sous la fumée et sous la poussière des charbonnages à son époque, donc juste un peu avant cette époque-là. Mais pour ceux qui y vivaient, cette ville était bouillonnante et vivante. Elle était évidemment absolument invivable sur le plan sanitaire, avec un niveau de pollution colossal, bien pire que ce que les Chinois connaissent aujourd'hui, mais elle était vivante. Il y avait une activité économique très forte et il y avait une correspondance de tous les temps sociaux. Quand on était ouvrier, tout le monde se levait à la même heure et partait à la sirène qui lançait le signal qu'il était temps d'aller vers le puits de mine et démarrer vers le puits de mine. On travaillait aux mêmes heures et on rentrait aux mêmes heures et on dînait aux mêmes heures et on avait les mêmes loisirs. Et le dimanche, qui était le seul jour de congé, on se retrouvait entre ouvriers pour avoir des occupations et des loisirs typiques de la classe ouvrière dans des lieux qui étaient directement proches de ces lieux-là. Il y avait donc une parfaite correspondance entre tout ce qui faisait les activités humaines. Le travail, la famille, le loisir, tout cela était vécu dans des temps qui étaient des temps homogènes pour l'immense majorité de la population et tout cela donnait une vitalité très forte au tissu urbain. Or aujourd'hui, ce tissu urbain, il est doublement démembré. Il est d'abord démembré parce que la quasi-totalité de ces établissements industriels, vous connaissez les ASEC ici à Marcinelle, qui sont devenus Alstom, vous reconnaissez les ASEC ici qui sont devenus un zoning à moitié occupé aujourd'hui, le zoning de la Villette, mais presque tous les autres
verreries et charbonnages ont fermé et beaucoup sont restés très longtemps et certains, hélas, restent encore des friches industrielles à ciel ouvert, avec tout ce que cela génère d'effets répulsifs. Personne n'a envie de vivre à côté d'une usine à l'abandon, dont on sait qu'elle est aussi un lieu qui attire par nature toute une série d'activités illégales. Et personne ne vit bien le fait de vivre à côté d'une usine à l'abandon, parce que ça nous ramène tous les jours l'image du déclin collectif, et parfois aussi l'image de son propre déclin personnel, quand on a aussi perdu son emploi et qu'on est relégué socialement, comme ces morceaux de ville sont, eux, relégués urbanistiquement. C'est donc une plaie qui est à la fois une plaie urbaine, mais aussi une plaie sociale, et même, je pense profondément, une plaie morale. Vivre à côté de tels symboles de déclin est quelque chose qui mine à la longue le moral, et chaque fois qu'un visiteur extérieur vient dans une ville comme la nôtre, le spectacle de ces friches industrielles auxquelles nous, finalement, nous nous sommes habitués, reste pour eux un choc absolument majeur. Voilà quelques-uns des exemples que ça donne. Alors on peut trouver, et personnellement je trouve, une certaine beauté à ce type de paysage, et même une beauté certaine, mais il faut reconnaître que l'accumulation de ponts, de voies de chemin de fer, de canaux, de routes, d'infrastructures d'électricité, d'infrastructures industrielles, et de ce qui sont finalement des crassiers, et les terris, sont tout de même une image d'anarchie territoriale, comme on en rencontre peu à travers le monde, et qui sont chez nous extrêmement fortement concentrés. À cela s'ajoute le fait que non seulement l'industrie a morcelé le territoire, mais la crise industrielle a aussi morcelé la société. Aujourd'hui, les temps sociaux ne sont plus uniformes. La classe ouvrière a très largement disparu, elle représente 15% encore à peu près de la population. La diversification des catégories sociales s'est faite très forte. Les rythmes sociaux ont beaucoup varié. On n'a pas les mêmes rythmes selon qu'on est jeune, selon qu'on est plus âgé, selon qu'on est actif, selon qu'on est inactif, selon qu'on est salarié, selon qu'on est indépendant. Et cette diversification des rythmes, elle s'intensifie de plus en plus avec les nouvelles technologies. Du coup, la ville a tendance à, elle aussi, se fragmenter sur le plan urbanistique au gré de cette diversification des catégories sociales. L'exemple le plus extrême, c'est ce qu'on appelle les gated communities, les communautés enfermées. Ça, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est une promotion pour un nouveau quartier d'habitat, qui est un nouveau quartier d'habitat totalement privatisé en Amérique latine, mais bon, il y en a aujourd'hui, j'ai trouvé la source, 20 000 de ces gated communities dans le monde, qui groupent 8 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des villes entièrement privatisées, c'est-à-dire des villes dans lesquelles il y a une clôture tout autour, sécurisée, et où l'habitat est disposé de manière à avoir cette vision un peu panoptique qui est censée assurer une complète sécurité. Et des quartiers comme ceux-là, eh bien, il y en a de plus en plus dans le monde, et dans certains pays comme le Brésil notamment, c'est en train de devenir même la forme de quartier dominant pour lutter contre l'insécurité. Ça vient évidemment créer de nouvelles enclaves à l'intérieur du tissu urbain. Autre cas totalement extrême, mais je le cite quand même, c'est Sun City. C'est une ville américaine totalement délirante. C'est une ville américaine où ne peuvent habiter que des gens qui n'ont pas d'enfants. En considérant que les enfants sont une nuisance, ça fait du bruit, c'est sale, etc., etc. Et donc la moyenne d'âge est de 75 ans. C'est donc une ville faite pour les pensionnés. C'est une espèce d'immense résidence-service, mais c'est 60 ou 80 000 habitants. Et c'est là aussi à l'intérieur d'un tissu urbain. Ça veut dire qu'une partie du territoire va à nouveau être enclavée et va être réservée à une catégorie sociale bien particulière qui, en plus, vous vous en doutez bien, ce ne sont pas des vieux pauvres, mais plutôt des vieux riches qui peuvent s'offrir ce type d'habitat dans cette ville qui, conçue par je ne sais qui, reproduit là aussi des images qui ne sont pas sans rappeler celles de la cité idéale. Autre exemple de fragmentation de la ville, dans une autre logique, c'est celle qui est liée à l'évolution des technologies et théorisée par un grand architecte néerlandais qui s'appelle Rem Koolhaas, qui est à la fois l'auteur de ce bâtiment. C'est le siège de la télévision publique à Pékin. Rem Koolhaas dit aujourd'hui, avec l'ascenseur, on peut construire de plus en plus haut. Et autant aller de plus en plus haut, on consommera de moins en moins d'espace. Avec la climatisation, on peut construire des bâtiments qui sont exploitables 365 jours par an, jour et nuit, peu importe, on peut avoir la même température et la même hygrométrie à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Et avec les verres qui nous permettent de voir la ville de l'extérieur, on peut isoler des bâtiments du reste de la ville. Aujourd'hui, dit-il, la ville s'est foutue, c'est ce qu'il appelle un junk space, un espace junk, un espace délaissé. Et donc, il n'y a plus qu'à, c'est la seule manière de faire encore de l'architecture, intégrer de grands espaces, de grands objets urbains
totalement autonomes, des espèces de villes dans la ville. Ici, on est dans un siège de service, c'est un siège de télévision, mais il y a là, avec les ascenseurs, avec toutes les infrastructures intérieures, des salles de sport, des commerces, du logement, etc., etc. La ville, à nouveau, se morcelle autour d'îlots qui sont devenus complètement autosuffisants et qui, évidemment, s'isolent du reste du tissu urbain. La logique des centres commerciaux, je ne devrais pas le dire alors qu'on est en train d'en construire un dans notre chère ville, mais il faut le dire, des centres commerciaux couverts est du même type. Là, c'est les Grands Prés de Mons. Pourquoi ai-je pris les Grands Prés de Mons? Parce que je trouve que, du point de vue architectural, on est au sommet du pastiche urbain. C'est-à-dire on essaye de faire quelque chose qui ressemble à la ville. C'est très frappant parce qu'on fait une ville en dehors de la ville. Les Grands Prés, c'est en dehors de la ville, c'est juste en dehors du centre de Mons. Mais comme on sait que les gens aiment la ville, ils ont la nostalgie de la jolie ville avec sa petite rue, avec les petits commerces, on fait une fausse ville, mais on la fait ressembler à une vraie ville. Avec, voilà, c'est totalement faux et nouveau, c'est une bête boîte, c'est un bête hangar, couvert, mais on fait comme s'il y avait le ciel, comme s'il y avait une rue, comme s'il y avait des arbres, comme s'il y avait des terrasses avec des garçons de café. On reproduit donc la ville à l'intérieur dans des boîtes vitrées, et là aussi climatisées et sécurisées. Et bien entendu, chaque emprise d'un tel centre commercial, c'est un petit morceau de ville qui est lui aussi détaché du reste du tissu urbain. Et enfin, l'exemple peut-être le plus extrême, ce sont tous les délaissés urbains qui sont produits par les grandes infrastructures. Chaque fois qu'on construit un pont, une voie de chemin de fer, une autoroute, et nous en avons quelques-unes, et Charleroi, la première couronne de Charleroi, c'est la plus forte concentration d'infrastructures du royaume, puisque nous avons un train, un métro et un ring juste les uns à côté des autres, et le canal juste en dessous, donc on a vraiment une concentration extrêmement forte, mais chaque fois, pour des raisons de normes de sécurité, autour d'une telle infrastructure, il faut une distance, ce qu'on appelle les distances de sécurité. Il faut toujours laisser un peu d'espace. On ne construit pas évidemment la maison juste à côté de la route. Et chaque fois qu'on additionne donc ces infrastructures, on crée à côté de ces infrastructures des délaissés urbains. Et parfois on crée en dessous de ces infrastructures, quand elles sont aériennes, également des délaissés urbains. Ces délaissés urbains sont occupés par la population urbaine la plus précarisée, celle qui n'a pas de logement, mais des urbanistes intelligents ont trouvé le moyen de l'éviter en inventant, c'est absolument odieux évidemment sur le plan moral, je dis ça avec un ton ironique, en inventant des équipements anti-SDF, en inventant donc des équipements qui empêchent les SDF d'occuper par réaction des mouvements citoyens, ont inventé des vêtements qui permettent de dormir sur ces équipements anti-SDF pour rebondir sur l'absurdité urbanistique. J'en reste là sur les formes de fragmentation du tissu urbain. On pourrait aller encore beaucoup plus loin. Les grands ensembles, les centres commerciaux, les espaces vides et délaissés autour des infrastructures, les zonings économiques très proches du centre urbain ou enclavés, les friches industrielles. Vous voyez donc combien le tissu urbain idéal et harmonieux de Rome, où les habitants sont les uns à côté des autres et à côté des grandes fonctions urbaines, et la réalité urbaine de la ville européenne morcelée d'aujourd'hui sont extrêmement éloignés. Et la mission pour nous qui aimons les villes et qui aimons l'esprit de la ville, c'est essayer de reconstruire la ville pour reconstruire la civilité, mais à partir de ce qui existe. Tout raser, certains l'ont dit, j'ai entendu certains dire Charleroi, il vaudrait mieux la raser, la reconstruire. Tout raser n'est évidemment pas une option. D'abord, ce n'est pas rationnel économiquement, ce n'est pas rationnel écologiquement, et parce que ces lieux ont une histoire, une mémoire, et que malgré tout le mal qu'on peut en dire, nous y sommes attachés. Et donc, il vaut mieux renouer avec la philosophie qui était celle de la Renaissance, la philosophie de la rénovatio urbis. Le tissu urbain a été abîmé, les belles villes romaines avaient été abîmées par l'anarchie du Moyen-Âge, les belles villes modernes ont été abîmées par l'anarchie du capitalisme industriel du XIXe siècle et du capitalisme de service du XXe siècle. Il faut donc renouer avec cet esprit de la Renaissance et réinventer des manières de réparer la ville et de la rénover. Et comment le faire? Eh bien, après avoir beaucoup réfléchi et beaucoup lu et beaucoup discuté avec des collègues que je ne remercierai jamais assez pour cela, je pense qu'on peut se dire que la stratégie de rénovation urbaine pour des villes européennes, moyennes, dont Charleroi est un exemple assez archétypique, elle peut reposer sur 6 éléments. Ça tombe bien, ça forme un hexagone conceptuel en quelque sorte. D'abord, repenser la question de la centralité urbaine. Vous savez qu'il y a des villes qui ont des centralités différentes, il y a des villes qui ont un centre très fort, et puis une première couronne, et puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième couronne, et la plupart de ces villes étaient les villes phares, les villes fortes. C'est comme ça que Paris est construite, c'est comme ça qu'une très belle ville comme Nîmes, par exemple, dans le sud de la France, est construite. Et puis il y a d'autres villes qui sont par essence, parce que l'histoire les a faites comme ça, polycentriques. On a souvent considéré que les villes polycentriques
étaient moins fortes que les autres. Elles n'ont pas un centre fort. Elles n'ont pas... Un collègue homme politique liégeois dont je tairai le nom m'a dit un jour, Charleroi, ça n'est pas une ville. Liège, c'est une ville parce qu'il y a un centre, et une première couronne et une deuxième couronne, mais Charleroi, ça n'est pas une ville, c'est une accumulation de villages. Je vous dirai au cocktail après qui c'était. Mais je pense qu'il faut pouvoir retourner ce lieu commun et se dire que ce qui apparaît comme un défaut, le polycentrisme, peut en fait être une grande qualité. Aujourd'hui, une centralité excessive laisse beaucoup d'espace complètement délaissé. Le fait qu'on n'ait pas un centre mais plusieurs peut être un atout. D'ailleurs, au tout début du XXe siècle, beaucoup d'urbanistes pensaient que, la plupart des urbanistes pensaient qu'il fallait éviter l'hyperconcentration urbaine et que dans les villes nouvelles ou dans les villes en croissance, il fallait organiser le polycentrisme. Ça, c'est un schéma d'un urbanisme anglais qui s'appelle Ebenezer Howard, qui voulait concevoir la ville parfaite, la ville jardin, la ville intégrée dans la nature, et qui considérait qu'on ne peut pas mettre, là aussi, plus de 30 000, je ne sais pas pourquoi le chiffre de 30 000 revient tout le temps, des Romains jusqu'à nos jours, plus de 30 000 habitants dans une même unité urbaine, et que donc il valait mieux concevoir une série de petits centres urbains de 30 000, avec au milieu la concentration des fonctions urbaines, du commerce, etc., et des axes de communication qui permettent d'aller des périphéries vers le centre, comme dans les villes concentriques, mais aussi des centres secondaires les uns vers les autres, dans une logique au contraire beaucoup plus polycentrique. Ce modèle qui a été considéré comme idéal pendant très longtemps, du tout début du XIXe siècle jusqu'au moins dans les années 50, eh bien il garde, je pense, une grande vertu. Le polycentrisme, quand il est là, et c'est le cas de beaucoup de villes qui ont grandi par accroissement et par extension métropolitaine, il doit être considéré non pas comme un défaut, mais comme un atout, en renforçant pas seulement un centre, mais en renforçant chacun des pôles de centralité du territoire pour redonner à chaque morceau du territoire une identité et remailler les morceaux qui sont aujourd'hui découpés les uns des autres. Deuxième principe, un principe de porosité. On a beaucoup écrit tout au long du XXe siècle sur la mixité sociale. On a toujours voulu mélanger les publics. On a toujours voulu faire en sorte que les riches, les pauvres, les classes moyennes habitent les uns avec les autres, en se disant que c'est ça qui produirait de l'harmonie sociale. Le HLM, l'habitation à loyer modéré, le modèle français, c'était censé être un lieu de brassage social. On allait mélanger des ouvriers avec des employés, avec des cadres. Sauf que dans les faits, les catégories sociales différentes n'aiment pas habiter les unes avec les autres. Pour faire court, je dis toujours, les riches n'aiment pas habiter à côté des pauvres parce qu'ils ont peur des pauvres, et les pauvres n'aiment pas habiter à côté des riches parce que ça leur rappelle tous les jours qu'ils sont pauvres. Et donc, les riches préfèrent habiter entre riches, les pauvres préfèrent habiter entre pauvres, et les classes moyennes préfèrent habiter entre classes moyennes. Ça n'est pas fondamentalement un problème. Vous n'aurez jamais dans la même rue une habitation de logement social et une immense villa à côté l'une de l'autre. Par contre, c'est un problème quand ces quartiers, ces ghettos, en ce compris ce qu'un sociologue qui s'appelle Pinchon appelle les ghettos du Gotha, quand ces ghettos deviennent très grands, et que donc l'uniformité sociale s'étend sur un très grand territoire, et quand ils sont en plus coupés les uns des autres. Dans le New York historique, qui est en train de changer beaucoup, mais chacun des districts avait une identité sociale très forte et une répulsion par rapport aux districts voisins très fort, avec des tensions sociales très fortes aux frontières, aux lisières de ces différents quartiers. Aujourd'hui, en remaillant la ville, nous avons cette chance dans un tissu urbain qui est mité, et le tissu de villes comme Charleroi est très mité, il y a beaucoup de trous parce que ce sont soit des résidus industriels, soit des traces de la nature campagnarde historique de notre village. Nous avons l'occasion de redensifier le tissu urbain, de remettre du logement dans ces trous, et en remettant du logement dans ces trous, de le faire avec l'intelligence, d'essayer que l'on crée des transitions, à la fois des transitions urbaines, des transitions donc en termes de type de volume, de type d'espace, de rapport à la nature, comme ici c'est à Mont-sur-Marchienne le projet des Closières, mais aussi en sachant que tel type de logement attirera plutôt tel type de public, plutôt un public âgé, ou plutôt un public jeune, plutôt un public avec enfants, ou plutôt sans enfants, et que donc on peut programmer loin de l'idéal irréalisable de la mixité complète où on va mélanger tout le monde avec tout le monde, des quartiers qui auront inévitablement une certaine homogénéité, mais qui sont suffisamment petits pour que juste à côté, on ait des gens d'autres catégories sociales et que donc on reste dans une société où les différentes catégories sociales se croisent et se rencontrent. Troisième principe, organiser intelligemment la densité. Ça, c'est la carte que le bureau du Baumeister de Charleroi et Géraldine Lincasse en particulier, qui est dans la salle, a construite. Nous essayons de projeter la densification urbaine de Charleroi. Charleroi va gagner normalement 40 000 habitants au cours des 35 prochaines années. Il faut les mettre quelque part. Si on ne prévoit rien, tout ça va se faire à nouveau de manière anarchique. Et le tissu urbain sera encore plus décousu qu'il ne l'est aujourd'hui.
Si en revanche on le programme intelligemment, dans la philosophie de ce qui a été fait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on peut aller renforcer une série de noyaux urbains qui sont déjà existants, avec un double avantage. D'abord, on économise de l'espace, puisqu'on va densifier ces lieux, et donc on relibère cette formidable ceinture verte très très riche que nous avons à Charleroi, sans en être toujours conscient. Toute la partie boisée qui est ici et toute la partie champêtre et toute la partie agricole qui est encore un peu plus au nord, on peut la libérer, la préserver pour que chacun soit au contact de la nature et pour que la biodiversité soit préservée au maximum, tout en renforçant en même temps le polycentrisme urbain. Renforcer le cœur de Gosselies, de Marchiennes, de Mont-sur-Marchiennes, de Gilly, de Marcinelle et évidemment le cœur du centre-ville de Charleroi pour recréer des pôles secondaires et faire qu'il n'y ait pas un centre-ville très dynamique et puis des périphéries complètement à l'abandon, mais qu'il y ait un centre-ville principal et une série de petits centres-villes secondaires qui continuent d'animer une vie sociale, une vie scolaire, une vie commerciale, etc. sur l'ensemble du territoire. Troisième principe, principe d'équilibre. C'est aussi un élément qui revient de manière totalement récurrente dans toute la littérature urbanistique depuis les Romains jusqu'à nos jours. C'est l'idée que, au-delà de 30-40 000 habitants, c'est difficile d'avoir des équipements publics et des équipements urbains suffisants. On arrive à un moment donné à trop de monde pour un équipement insuffisant, et que donc il est idéal d'organiser sa ville en districts d'à peu près 40 000 habitants et de faire en sorte que dans chacun de ces districts, on retrouve chacune des fonctions urbaines. Une ville qui a une seule maison citoyenne en plein centre et où il faut faire 20 ou 30 km pour aller chercher ses documents, une ville où toutes les grandes écoles sont concentrées, ce qui est encore largement le cas chez nous, pour les écoles secondaires en tout cas, dans le centre urbain, une ville où on ne trouve les services postaux, les services sociaux, etc., que dans le centre urbain, est une ville qui va concentrer la congestion dans le centre et concentrer le désert sur le reste du territoire. Si en revanche, on divise le territoire en districts et que l'on se dit chacun de ces districts est en quelque sorte une ville dans la ville, et chacun de ces districts doit avoir sa maison citoyen, doit avoir son service social, sa maison de quartier, idéalement son centre culturel, suffisamment d'infrastructures scolaires, etc. On assure là aussi qu'il y ait un équilibre de ces territoires, qui soit un équilibre permettant à chacun d'y vivre de manière épanouie. Je crois que j'en suis à 4, je n'ai pas compté. Quatrième principe, rebâtir des lieux communs. Je préfère l'expression lieu commun à l'expression espace public. Espace public, c'est une expression assez récente qui date des années 70-80, mais on a tellement parlé d'espace public, on a tellement fait là aussi une espèce de mythe de l'espace public. Créons un espace public et les gens seront contents de s'y retrouver et il y aura du brassage et on va retrouver une vitalité urbaine, qu'on a beaucoup bâclé le concept de l'espace public. Aujourd'hui, on fait des espaces publics où on dit presque aux gens ce qu'ils doivent faire, on prescrit les usages. Ici, il y a un banc, asseyez-vous. Ici, il y a un jeu, jouez. Ici, il y a une fontaine, buvez, etc. Il faut recréer plutôt que des espaces publics aménagés avec des fonctions qui sont prescrites, et non seulement on les aménage, mais on les anime. On dit ici, on va faire un village de Noël, ici, on va faire une animation commerciale, et finalement, ces lieux deviennent des lieux où on crée une forme de vie urbaine artificielle. Il vaut mieux créer des espaces publics qui soient laissé à une assez grande liberté d'usage. On libère l'espace, ça vous l'aurez reconnu évidemment les quais de Sambre, on enlève les voitures, la plupart d'entre elles en tout cas, on enlève les voiries, on se rapproche de l'eau, puisque l'homme a une attraction naturelle pour l'eau, c'est dans notre nature humaine, on remet un peu de nature, et puis on met un peu de mobilier urbain, mais pas trop, et chacun fera sur cet endroit ce qu'il veut. Et chaque public, âgé, jeune, avec enfants, sans enfants, fera de cet espace ce qu'il a envie d'en faire, créer de tels espaces à des points centraux du territoire et les disperser sur le territoire est une manière d'inviter, sans y prescrire, les différents publics à se retrouver, à se croiser. Et c'est un endroit qui manifestement a ce succès. Ma fille de 13 ans me dit « Papa, vendredi, est-ce que je peux aller sur les quais ?» Je dis « Mais qu'est-ce que tu vas faire sur les quais ?» Elle me dit « Mais papa, tout le monde va sur les quais. » Donc voilà, j'ai appris que tout le monde va sur les quais le vendredi après-midi. En tout cas, tous les élèves des écoles secondaires vont sur les quais, ils vont d'un bout à l'autre, et à l'autre bout, ils font demi-tour, et ils tournent comme ça, et ils se regardent, ils se croisent, il y a ma copine qui voudrait te parler, etc., etc. Mais c'est un formidable usage urbain. C'est exactement ce dont les villes ont besoin. C'est d'espaces comme ceux-là, où les publics vont spontanément et se croisent et retrouvent cette civilité. C'est très difficile de vivre en ville, de trouver la bonne distance, de n'être ni trop proche, ni trop lointain, suffisamment cordial avec les gens, mais en respectant leur intimité.
Et pour que cette culture de la civilité se construise, il faut qu'il y ait des lieux qui favorisent l'apprentissage spontané de cette civilité. Si les trottoirs sont très petits et qu'on se marche les uns sur les autres, ou à l'inverse, si les espaces sont immenses et qu'on s'y sent complètement perdu, ça ne favorise pas le contact, et si ça ne favorise pas le contact, ça ne favorise pas l'interaction entre les gens. Concevoir de tels lieux permet au contraire de le faire. Enfin, et donc c'était bien le cinquième, le sixième principe, c'est que tout cela doit être conçu le plus possible avec les citoyens. Longtemps, vous l'avez vu, on l'a vu, dans l'idéal urbain, il sortait tout armé de la tête du philosophe, c'est Platon qui pense la ville parfaite, ce sont les ingénieurs de la ville romaine qui pensent la ville romaine, on ne demande pas leur avis aux Romains, c'est Le Corbusier qui rase la moitié de la ville et qui met ses tours scientifiquement en fonction de sa théorie qu'il estime parfaite, parce qu'il a mesuré l'homme moyen il a mesuré les distances exactes, c'est notre contemporain Philippe Samin qui imagine la ville écologique parfaite et qui donc vont penser de manière totalement abstraite, totalement théorique la ville, avec tout ce que cela peut générer ensuite d'effets pervers. D'effets pervers parce que la rationalité économique, évidemment, a un rôle, la rationalité écologique, évidemment, a un rôle aussi. Mais ce qu'on ne peut jamais prévoir, c'est comment les modes de vie vont évoluer. Et une ville qu'on conçoit à un moment donné en se disant « voilà comment les gens vivent », et voilà donc la ville que l'on va faire pour qu'ils puissent mener ce mode de vie, il tiendra quelques années, et au bout de quelques années, il ne sera plus forcément idéal. Le meilleur exemple, ce sont ces fameux HLM. C'était conçu comme un immense progrès, plutôt que des petites maisons toutes basses et toutes sombres, de grandes tours qui auraient beaucoup de lumière et qui auraient une grande vue sur le paysage, mais qui sont devenus, parce que les rapports sociaux ont changé, parce que les gens ont de plus en plus méfiance les uns entre les autres, qui sont devenus ces bâtiments de véritables cauchemars. Et un architecte me disait récemment, aujourd'hui, le modèle type, ce que veulent faire toutes les villes, ce sont les écoquartiers. Toutes les villes veulent faire des écoquartiers qui ressemblent donc un peu à celui qu'on a vu, à ceci, en disant ça c'est la forme urbaine parfaite. Qui sait, peut-être que dans 15 ans, dans 20 ans, nous trouverons que ceci est un cauchemar et que ceci est une forme de cohabitation qui n'est pas du tout idéale parce que les modes de vie auront complètement changé. La meilleure manière d'éviter ça, c'est d'abord de construire des espaces urbains suffisamment souples, suffisamment malléables, pas trop prescrits, et puis c'est de le faire en croisant tous les savoirs possibles et imaginables qu'il y a dans une ville. Bien sûr, il y a l'autorité publique, et elle doit jouer un rôle, elle doit imposer des normes, elle doit arbitrer les désirs des citoyens qui sont souvent contradictoires, mais je crois qu'il faut multiplier aussi toutes les formes d'implication possibles des citoyens dans la réflexion collective sur le sens et la forme que l'on veut donner à la ville. Multiplier toutes les formes parce qu'on a beaucoup expérimenté de nouvelles formes de démocratie urbaine, des comités de quartier, des conseils de participation, des conseils consultatifs, des consultations populaires, etc., etc. Et quand on se demande est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, moi j'aurais tendance à dire isolément, individuellement, aucune de ces formes ne marche. Par contre, quand on les pratique toutes, globalement, ça marche. C'est-à-dire que si on a beaucoup de conseils consultatifs, on a beaucoup d'avis de publics différents, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les femmes, les jeunes, etc. Et tous ces avis viennent alimenter et enrichir notre connaissance de la ville et notre connaissance de la société pour laquelle nous construisons cette ville. Si nous construisons des conseils de participation dans les quartiers en associant les citoyens, et ce sont généralement les citoyens les plus dynamiques, les plus actifs, ceux qui ont un rôle pivot dans la vie sociale des quartiers qui vont s'impliquer dans ces conseils, eh bien là aussi on recueille beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances intimes du tissu urbain que l'on n'aurait pas en faisant simplement de la planification urbaine depuis son bureau, et ça vient alimenter la réflexion sur ce que l'on veut faire de la ville. De même, quand on conçoit de petits projets, parfois très modestes, des petits projets d'aménagement, de quelques jeux pour enfants ou de quelques petits aménagements d'espaces urbains, et qu'on y associe les citoyens en les interrogeant sur ce qu'ils pensent pouvoir faire de ce lieu, on s'assure que ce lieu il sera approprié par les habitants, alors que quand parfois on dit on va mettre là un jeu pour enfants pour que les enfants jouent, sans se demander s'il y a des enfants dans ce quartier, et si les parents vont les laisser jouer dehors, on construit alors des équipements qui finalement ne répondent à rien. Je crois que c'est en multipliant toutes ces formes d'implication qu'on fait en sorte qu'on construise peut-être pas la cité idéale, peut-être pas la cité parfaite, peut-être pas la cité qui reflète un ordre social parfait que nous rêverions de construire, mais la cité la mieux adaptée aux désirs de ses citoyens et donc à l'idéal démocratique profond. Je vous remercie de votre attention.